Extraordinaire est Walter Röhrl, une légende incontestée parmi les meilleurs pilotes de rallye de tous les temps. Un génie sur 4 roues et sans doute le meilleur pilote. C'est ainsi qu'il existe dans le cœur des fans, chez ses anciens concurrents et chez les experts. Des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Pour les fans de rallye, Röhrl est et sera toujours un des héros du rallye. Naturellement, il n'a jamais quitté le milieu. En tant que représentant pour Porsche, il teste et développe maintenant les derniers modèles et il est un représentant respecté de la marque à Zuffenhausen. Comment a-t-il commencé sa carrière en rallye? Comment a-t-il fait son succès? Pourquoi n'a-t-il jamais piloté en Formule 1? Les hauts et les bas d'une carrière unique, Walter Röhrl se confie pour Motorhead. Ich war, glaube 7 Jahre alt und der Vater hat für Stemmensgeschäft immer die Granitsteine irgendwo im hintersten bayerischen Wald gekauft. Und da hat mich mitgenommen. Je crois que j'avais 7 ans quand mon père achetait du granit dans la forêt bavaroise pour son entreprise de taille de pierre. Il m'emmenait avec lui. Nous étions là avec le propriétaire du moulin. Nous étions nous aussi propriétaires d'une carrière. La voiture de mon père était garée au moulin et la carrière était au moins à 600 mètres. À ce moment-là, le diable m'a piqué et je me suis dit « Je vais conduire la voiture jusque-là ». Alors je suis monté dans la voiture, mon père et le propriétaire du moulin étaient à la carrière. C'était une Fiat 1400 que nous avions à cette époque. C'était en 1954. J'ai démarré la voiture et je l'ai conduite sur les 600 mètres qui me séparaient de la carrière. Mon père était bien sûr choqué de voir la voiture arriver sur lui, toute seule. Seule, oui, car il ne voyait personne au volant. J'étais trop petit. Je regardais la route à travers le volant. Je me suis arrêté. J'ai garé la voiture et suis allé vers mon père, le plus naturellement du monde. Il semble qu'avoir observé le fonctionnement de la boîte de vitesse avait suffi à faire de moi un conducteur. Dans les yeux de mon père, j'avais passé le test. J'étais dès lors autorisé à conduire sans restriction. Là, dans la cour, de là à la station-service. Faire le plein de la voiture était toujours ma mission. J'étais autorisé à le faire. En hiver, les tailleurs de pierre n'avaient pas de travail, alors mon père jouait au curling. Zur Tankstelle hoch zum Tanken war also immer meine Aufgabe, dass ich das habe machen dürfen. Im Winter haben Stämme jetzt ja nichts zu tun, da ist ja Pause, da war der Vater immer beim Eisstockschießen. Et dans ces bois, près de l'étang, je conduisais toute la journée. Sur les routes enneigées, à travers la forêt, jusqu'à ce que mon père veuille rentrer à la maison. J'avais déjà une relation spéciale avec la voiture, mais toujours pas le désir d'être un pilote de course. Bizarrement, c'est venu plus tard, en skiant avec un ami. J'avais un grand frère de 10 ans, mon aîné, et il était passionné de voitures. Il avait conduit une Fiat, probablement celle de notre père, et ensuite il a eu une Porsche. J'avais 10 ans, mon frère 20, et il devait m'emmener partout. Ça laissait un peu respirer mes parents. C'est comme ça qu'est née ma passion pour Porsche. Dann zu Porsche gewechselt. Und ich war damals 10 Jahre alt, als der Bruder 20 war, und da hat er mich natürlich immer mitnehmen müssen. Mon frère me disait toujours « Souviens-toi d'une chose, oublie les cyclomoteurs, mets de l'argent de côté jusqu'à ce que tu puisses t'offrir une voiture sensible. Une voiture sensible, c'est une Porsche. » Cette phrase s'est imprimée dans ma tête. À 21 ans, j'avais assez d'argent pour acheter une Porsche 356 d'occasion. C'était une des premières voitures que j'ai conduites. In meinem Hirn haften blieb. Mit 21 Jahren habe ich dann so viel Geld gehabt, dass ich mir einen gebrauchten 356er Porsche kaufen konnte. Das war dann mein erstes Auto, das ich gefahren habe. Ich war im bischöflichen Ordinariat in Regensburg, wo die zentrale Grundstücksverwaltung der 7. J'étais à la résidence de l'évêque à Regensburg, où était basée l'administration centrale du 7e diocèse bavarois. J'y suis resté quelques années en tant qu'employé administratif, jusqu'à mon permis de conduire à 18 ans. Je fus muté à l'administration des terres. Le chef du département était avocat, mais il n'avait pas le permis de conduire. Nous avions comme véhicule de fonction une Mercedes qui nous menait partout en Bavière. Notre district s'étendait de Aschaffenburg à Berchtesgaden et de Coburg à Bodensee, et c'était vraiment immense.
Je conduisais beaucoup, 120 à 130 000 km par an avec cette Mercedes. Et Dr Zenglein, l'avocat pour passagers, comme il n'avait pas le permis, il n'avait aucune notion de ce qu'était la rapidité ou la lenteur. Alors je roulais tout le temps aussi vite que je pouvais. C'était encore possible à l'époque. Le trafic était moins dense. Je me souviens que je roulais à la même vitesse pour aller de Regensburg à Würzburg que sur autoroute de nos jours. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute et les automobilistes remarquaient qu'une voiture arrivait inhabituellement vite. Ils me faisaient souvent des appels de phare et l'avocat me demandait « Hey, pourquoi est-ce qu'ils font des appels comme ça ?» Et je répondais « Docteur, ce sont tous des amis, on se salue. » Ensuite, j'ai réintégré les affaires intérieures. Alors il disait aux filles qui travaillaient là « Les filles, ce Walter, il connaît tout le monde en Bavière. » Und dann war ich mal wieder im Innendienst und dann sagte zu unseren Mädchen im Innendienst, ich sag euch, der Walter, der kennt jeden Zweiten in Bayern. Meine erste Rallye war zum Beispiel ein Lauf zur Deutschen Meisterschaft, wo ich das erste Mal... Mon premier rallye, le championnat d'Allemagne, a été mon premier contact avec ce sport. Normalement, on commence par des courses d'orientation, des petits rallyes, des rallyes régionaux, et bien sûr, c'est le rêve de tout pilote de rallye de participer au championnat d'Allemagne. En fait, j'ai juste sauté les étapes et suis arrivé directement à la course du championnat. Rallye bavarois, ça s'appelait à l'époque. C'était le plus grand événement. J'ai fait mes premiers pas en rallye avec une Fiat 850. Nous avons été contraints à l'abandon après 450 km car l'attache de l'alternateur avait lâché. À un moment de la course, il y avait une épreuve spéciale à Altmühltal, une descente sur gravier, et nous étions 6e ou 8e meilleur temps sur les 300 voitures en course avec mes 47 chevaux. Mon mécène et copilote a immédiatement voulu transformer l'essai. Il a écrit une lettre à un magazine de voitures allemand. « Mon ami est le meilleur pilote du monde, vous devez lui trouver une voiture. » Et ça continua pendant 3 ans. Nous avons couru 5 rallyes sponsorisés, toujours dans des voitures fournies par Herbert. Et après chacun, il écrivait la même lettre au magazine. « Mon ami est le meilleur pilote du monde. » Et après 5 rallyes, il a dit « Ok, donnons une voiture à cet homme des bois bavarois, ça semble prometteur, il conduit toujours vraiment vite. » Et là, je passais pro. Das haben sie dann gesagt, ja okay, jetzt sollte man mal schauen, dass wir den Narischen da aus dem Bayerischen Wald doch einmal Auto geben. Anscheinend irgendwas ist da schon dran, der fährt immer ganz schön schnell Auto und dann war ich Profi. Ich habe 71 diesen Vertrag bei Ford unterschrieben, einen 2-Jahres-Vertrag und habe... J'ai signé un contrat chez Ford en 1971, me liant pour 2 ans. Et à la fin de l'année 71, j'ai voulu arrêter. J'avais beaucoup de problèmes familiaux, mon frère était mort dans un accident de voiture. À chaque fois que je participais à un rallye, c'était l'enfer à la maison, comme s'il ne me reverrait jamais. Ça me mettait une telle pression qu'à la fin de l'année, j'ai dit « Ok, j'en peux plus ». J'en cauchemardais la nuit. De novembre 1971 à mai 72, sans rallye, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans piloter. J'étais très malheureux. Et je me suis dit que si je ne pouvais plus piloter, ma vie était fichue. J'ai rappelé Ford. Monsieur Kranenfuss était le boss à cette époque. Et je lui ai dit « Vous allez penser que je suis fou, mais je veux piloter de nouveau. » Son enthousiasme a été instantané et il m'a répondu « Très bien, nous devons nous assurer une participation à l'un des 2 rallyes avant le fameux Olympia Rally. » Et depuis lors, j'ai gardé l'étincelle. Peut-être que je voulais prouver que j'étais le meilleur, car j'ai conduit plus vite à l'Olympia Rally que Mikola. Et c'était un des noms que je n'osais pas prononcer tout haut. C'était la première fois que je priais d'avoir ce qu'il fallait pour faire partie de cette élite. Nous avions le numéro 26 et devions y aller. Pour la première spéciale, je réalisais le meilleur temps. Et ensuite, la liste a été annoncée. Meilleur temps, Anu Nicola. Second meilleur temps, Darnish, Tony Full, Tauno Aaltonen. Et ensuite, ils ont annoncé numéro 26, meilleur temps. Le secrétaire de la course, Herbert Volker, qui était un journaliste réputé, dit alors « Sans doute une erreur de chronométrage ». Et il a rajouté 1 minute à mon temps. Jean-Pierre Nicolas, Darnish, Tony Full, Rauno Aaltonen. Und dann kam Startnummer 26, Bestzeit. Man hat der Sekretär, der diese Rallye betreut hat, war damals ein sehr berühmter Journalist, der Herbert Volker, hat gesagt, das ist ein Zeitfehler, rausstreichen. Mais à la deuxième spéciale, de nouveau, meilleur temps pour le numéro 26. Qu'est-ce qui se passe avec vos ordinateurs? Quelque chose ne va pas, le meilleur temps est toujours le numéro 26. Et ce n'est qu'à la 3e spéciale, où j'ai fait second ou 3e, qu'ils ont commencé à penser qu'il n'y avait peut-être pas de souci de chronométrage. Qui est-ce dans la Capri? En tout cas, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'erreur, que j'avais vraiment été plus rapide que les grands. Et même si j'ai dû abandonner sur casse moteur, c'est là que j'ai commencé à faire la une des journaux partout dans le monde, car il ne faut pas oublier que l'Olympia a été l'événement le plus important d'Allemagne. Die Olympiarallye war ja die beste Veranstaltung, die es jemals in Deutschland gegeben hat.
Sicher ist das Auto immer das Dominierende. Wenn du einen Sport betreibst, das La voiture était sans doute l'élément dominant en compétition de rallye, ça dépend souvent de la machine. Mais le conducteur était plus à même de montrer ce qu'il valait que sur un circuit. Je pouvais faire un test sur 6 km en descente sur une route de gravier avec une Fiat de 47 chevaux et faire le 6e meilleur temps. Avec la Fiat 850, j'aurais pris 5 tours dans la vue sur un circuit. C'était assez injuste. Alors j'ai pensé que je pouvais montrer ce que je valais plus clairement en rallye que sur circuit. C'était l'idée directrice qui m'a mené sur cette voie. Ce n'est qu'ensuite que j'ai piloté sur circuit. Auch Rundstreckenfahren begonnen habe, das war dann dieser Spleen, dieses perfekt zu sein. C'était un merveilleux tour du destin. Quand je fais du circuit, j'ai toujours quelque chose à apprendre. Je peux me perfectionner. C'est pourquoi j'y suis finalement venu. Pour ma première course, en 1977, je crois, je pilotais une BMW Schnitzer au circuit Norrisring. C'était la première fois que je prenais place au volant d'une voiture de course. Je pilotais, oui, je prenais du plaisir au milieu des autres pilotes, mais il était clair qu'au niveau des sensations, ce n'était pas aussi divertissant que le rallye. Ich war überrascht, wie viel Auto ein Formel-1-Auto ist. J'ai été surpris de voir ce qu'était vraiment une Formule 1. En tant que conducteur d'une citadine, avec une carrosserie et des roues normales, on ne regarde pas cette boîte d'allumettes sur 4 roues comme une voiture. Mais j'étais impressionné de voir que ça se conduisait comme une voiture. En plus léger et beaucoup plus amusant. Je crois que c'était au test de comparaison en 1980. Fittipaldi dans ma Fiat 131 et moi dans sa Formule 1. Nous avions échangé nos voitures et j'étais très impressionné par la Formule 1. Quoi qu'il en soit, après 2 jours d'attente avant de monter dans cette voiture, je savais qu'il était hors de question pour moi d'en faire une carrière. Ces photos de moi sont incroyables. Ma tête qui dépassait du cockpit. J'avais l'air ridicule. Weil es waren Bilder, die waren göttlich, als der Kopf über den Überrollbügel rausgeschaut hat, also jämmerlich, wie das ausgeschaut hat. Beginne ich mit dem Capri, das war natürlich mein erstes Werksauto. Commençons par la Capri. C'était ma toute première voiture d'usine avec un contrat de 2 ans. Normalement, il fallait payer une taxe de 500 marks pour 2 ans, l'équivalent de 255 € aujourd'hui. Et d'un coup, ça ne vous coûte plus un sou. On vous donne une voiture, tout est payé. C'était super pour moi, c'était le rêve. Après 5 rallyes en 3 ans pour lesquels mon copilote avait dû tout payer, d'un coup, c'était gratuit. C'était vraiment bien, même si cette voiture était tout sauf une voiture de rallye. La Capri, c'était une voiture pas chère. Les modèles d'usine étaient des escortes, elles étaient produites en Angleterre et chez Ford Allemagne. Pour des raisons marketing, ils l'ont appelée Capri. Mais il n'a pas fallu longtemps avant de voir qu'on pouvait rouler vite avec. Ensuite, il y a eu l'Ascona, l'Opel Euro Dealer Team. Es hat dann nicht lange gedauert, dann wusste man, dass man auch mit Capri schnell fahren kann. Daneben steht der Ascona des Opel Euro Händler Teams. Hat natürlich unmittelbar die Erinnerung, mein erster. Je me souviens de ma première victoire en championnat d'Europe sur l'Acropole, circuit considéré comme étant le plus difficile d'Europe. Et c'est une bonne chose d'avoir gagné avec l'Ascona. Il y avait aussi 3 Stratus ES au départ. C'est un beau souvenir, je me souviens avec passion de cette voiture et l'Acropole fut un rallye dont je rêve encore. Vous roulez pendant 40 heures non-stop, dans la poussière, la chaleur, les étincelles sur des routes où on ne pousserait pas une charrette. Vous deviez faire votre course, c'était comme ça. Sur 100 pilotes au départ, 6 sont arrivés au bout. C'était une autre époque. Dass die fetzenfliegen Straßen, da wo du keinen Eselskarren nicht drüber jagst. Und so war es auch. Es kamen sicherlich von 100 Starter, glaube ich, kamen 6 ins Ziel. Also das waren noch andere Zeiten wie heute. Daneben steht hier der Fiat 131. Ensuite, la Fiat 131. Elle m'évoque la première victoire en championnat du monde. Première victoire à Monte-Carlo. La victoire de Monte-Carlo a toujours été un rêve que je nourrissais. Le fait qu'il y ait enfin un championnat du monde m'était secondaire. Ça n'existait pas avant. Il n'existait alors qu'un championnat d'Europe pour plus haute compétition. Ensuite, nous avons l'Opel Ascona 400. Je me souviens de la course à Monte-Carlo car y gagner avec cette Opel était impensable. C'était une voiture de course massive, construite juste pour le sport et personne ne pensait possible de pouvoir gagner avec une Ascona. Par-dessus le marché, il y avait les Audi 4 roues motrices en compétition et Monte-Carlo était enneigé, verglacé. Tout le monde pensait qu'on ne pouvait pas gagner avec une 4 roues motrices. Gewonnen haben und keiner hat es für möglich gehalten, dass man mit einem Ascona gewinnt. Noch dazu, wo damals eben schon 82 die allradgetriebenen Audis am Start waren und Monte Carlo halt viel mit Schnee zu tun hat, mit Eis. Da waren wir der Meinung, ohne Allrad ist es ausgeschlossen, dass man da gewinnen kann. En 1982,
Monte-Carlo était toujours la première course du championnat et personne n'aurait parié sur notre victoire face à Audi. C'était la nouvelle ère des 4 roues motrices et ensuite j'ai gagné à Monte-Carlo. J'avais de nouvelles sensations et au fil des ans s'est établi un duel avec Michel Mouton. C'était souvent commenté et discuté dans les médias. En ce qui concerne la fiabilité de la voiture, aucun problème en une année. Nous avons maintenu une pression terrible sur Michel. Et finalement, en Afrique, au dernier rallye, en Côte d'Ivoire, elle a craqué et lâché prise. Ils ont retourné la voiture et c'était la fin. C'est ainsi que nous avons gagné le championnat du monde avec l'Ascona. C'était en 82. Mais la même année, la Lancia Rally 037, qui succédait à la Lancia Stratus, est arrivée et on m'a appelé. Développé avec un moteur centré et un châssis de Formule 1. C'était un challenge pour moi, fascinant. Je pensais que je pourrais être très bon, surtout grâce à mon style de conduite. Une voiture de rallye qui se conduisait comme une Formule 1. J'ai alors signé avec Lancia en 83 et ça a été la plus belle année de rallye de ma vie entière. Je pouvais choisir toutes les compétitions que je voulais. Der Nachfolger dieses Lancia Stratos, der Rallye 037 heißt das Auto hier, das kleine, entwickelt mit Mittelmotor und mit Fahrwerk wie ein Formel 1. Und das war auch eine Herausforderung für mich, das hat mich fasziniert. Sage ich, okay, das könnte speziell für meinen Fahrstil ganz gut sein, dieses Auto, das Formel 1 ähnlich fährt. Und so habe ich mich entschieden, dann 83 bei Lancia zu unterschreiben. Und es war mein schönstes Rallye-Jahr in meinem Leben, was ich verbracht habe. Ich konnte mir damals aussuchen, wie viel Rallye ich fahren wollte. Ich war also jetzt 80 Weltmeister, 82 und hatte irgendwo die Nase voll. J'ai été champion du monde en 80 et 82 et j'en ai eu marre. Je n'avais pas envie de tout ce battage médiatique. Je me suis concentré sur 5 rallyes, les plus beaux du monde. J'avais envie de m'amuser un peu, et c'est ce que j'ai fait. J'ai encore gagné Monte-Carlo avec cette voiture, et elle m'est restée. C'est la voiture qui collait le plus à mon style de conduite. Vous pouviez piloter comme en Formule 1, avec un minimum de mouvement. C'était vraiment une très bonne voiture. Wie in einem Formelauto, also ganz mit geringsten Lenkeinschlägen und ganz sauber. Also es war ein tolles Auto. Ja, das ist am Anfang ist man ein bisschen skeptisch, ob diese ganzen. Au début, j'étais un peu sceptique sur la structure du véhicule, les tubes creux qui composaient le treillis du cadre. Je doutais de leur solidité, mais ils ont tenu. Nous n'avions pas eu de problème à ce niveau. La voiture avait une relativement bonne traction grâce à l'emplacement du moteur au centre. Bien sûr, nous avions toujours le souci des Audi 4 roues motrices, mais les pilotes d'Audi, à l'époque, nous donnaient un avantage. Ils faisaient beaucoup d'erreurs. Ils se mettaient en permanence dans des cul-de-sac. Plus gros était le problème, plus ils faisaient d'erreurs. Alors nous les avons laissés dans le rétroviseur. À la fin de cette année, le championnat du monde touchait à sa fin, j'étais en tête après 5 courses et j'ai décrété que je ne ferais plus de rallye. Alors Anu Mikola est devenu le nouveau champion du monde. Obwohl dann letztendlich am Ende des Jahres war es wieder soweit mit der Weltmeisterschaft. Ich bin nach diesen 5 Rallyes war ich schon wieder der Führende und habe gesagt, nein, ich fahre keine Rallye mehr und aufgrund dessen ist der Hannu dann Weltmeister geworden. Ich hatte ja 3 Jahre schon von 80 weg ein bisschen einen Krieg mit Audi. Und Pendant 3 ans, de 80 à 83, j'ai eu une petite guerre avec Audi. Mais en 84, je me suis senti prêt à les rejoindre pour la première fois. Je ne voulais pas stopper ma carrière avant d'avoir piloté une 4 roues motrices. Une nouvelle ère commença alors. C'était la grande époque de Stig Blomqvist, le seul pilote que je n'avais encore jamais affronté sur une même voiture. J'avais toujours ce besoin de comparaison avec les autres. Étais-je meilleur que l'un ou l'autre? Pour avoir la réponse, il fallait que je sois assis dans la même voiture que mon concurrent. Stig, c'était le seul contre qui je n'avais jamais couru. wenn ich im gleichen Auto gesessen bin wie er. Und der Stig war der einzige, gegen den ich noch nicht gefahren bin damals. Das war Motivation genug für mich. C'était une motivation supplémentaire pour moi de me tourner vers une compagnie bavaroise. Notre querelle s'était calmée. Pendant ce temps, quelques personnes que j'aimais bien étaient allées chez Audi et m'avaient convaincu de les rejoindre. Tu es bavarois, tu devrais travailler pour une entreprise bavaroise. Et je signais donc en 1984. Une fois de plus, un énorme challenge, le Monte-Carlo. Un rallye avec une neige impressionnante à l'époque, en 84. Et avec Stig en compétition, considéré comme le roi absolu de la neige et du 4x4. Ce fut ma 4e et dernière victoire au Monte-Carlo. C'était le point culminant, j'avais vraiment pris du bon temps. J'étais aussi fier de moi d'avoir réussi. J'avais dû m'y mettre à fond, sans calculer. Je n'avais que 6 semaines pour apprivoiser le pilotage d'une 4 roues motrices, ce qui n'a pas été si simple. Je conduisais comme un âne. J'ai causé beaucoup de dommages pendant ces entraînements. J'ai totalement détruit une voiture. Je changeais totalement mes habitudes jusqu'au moment de la course où j'ai finalement trouvé le secret du pilotage de ces voitures. Und es war für mich einfach der Druck, dass ich 6 Wochen Zeit hatte, Vierrad fahren zu lernen.
was also sehr schwer war für mich. Ich habe mich so wirklich sehr dämlich angestellt, habe auch in diesen 6 Wochen das Auto ganz schön ramponiert. Aber ein Auto habe ich ganz verschrottet, 2 weitere habe ich kräftig verformt, bis ich gerade rechtzeitig zum Start von der Monte dann hinter das Geheimnis des Vierradfahrens gekommen bin. Es war ja erforderlich bei dem Auto, durch das System dieses Vierrads, das natürlich sehr nah. C'était nécessaire avec cette voiture, à cause du système de transmission 4 roues motrices. C'était très similaire à une Jeep. On freine du pied gauche et on piétine le frein entre les accélérations. C'était nécessaire pour que la voiture se tienne dans tout type de courbe. Ça faisait partie du programme. C'est ce qui a été difficile pour moi pendant ces 6 semaines. Je ne voulais pas admettre la difficulté. J'avais piloté pendant 20 ans et je n'avais jamais freiné du pied gauche. Pourquoi maintenant? Pendant 20 ans, je n'avais que pressé l'embrayage. C'était un vrai challenge que j'ai finalement accompli en très peu de temps. Bis zum Bodenblech die Kupplung durchgetreten hat. Aber das war natürlich dann auch eine unheimliche Herausforderung für mich, die ich dann letztendlich in kurzer Zeit, glaube ich, ziemlich perfekt gelernt habe. Das hat sicher am meisten Spaß gemacht. Einfach, wenn du diese Kraft, wenn du immer so viel Kraft hast, dass du C'était le plus excitant, avoir ce pouvoir. Et même quand vous l'avez, vous pouvez vous emmêler les pédales. Vous pouvez rester pied au plancher, ça marche aussi. Mais ça aurait été du gâchis de talent, ça me plaisait vraiment. Une voiture qui pouvait simplement suivre la route, même en gérant mal l'accélération, même en n'ayant pas à conduire dans les règles de l'art. En ce qui concerne la conduite pure, ces voitures sont moins élégantes qu'avant et manquent probablement de sensibilité. C'est un peu de la conduite au pied de biche, mais c'était sympa. C'est comme le ski, beaucoup de neige et la piste de boss. Von Autofahren her haben diese Autos vorher alle sicherlich viel eleganter ausgesehen und mussten auch vielleicht sogar ein bisschen mehr Gefühl mitbringen. Das war also ein bisschen das Autofahren mit der Brechstange. Aber das ist natürlich toll. Das ist wie Skifahren, ein Tiefschneehang und ein Eisbuckelhang. Ne? Conduire sur neige épaisse, c'est sympa, mais c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais conduire sur une piste verglacée, c'est vraiment spécial. Avec cette voiture, je pouvais vraiment montrer ce que je savais faire. Du moins, c'est ce que je pensais. C'était vraiment dangereux, mais c'était le plus excitant. Comme beaucoup de choses dans la vie. Ça peut sembler facile de prime abord, mais au final, avec tous les accidents qu'il y a eu, les pertes étaient trop lourdes pour le groupe A. Et là, on ne voyait pas que le danger du sport en lui-même à cause de la vitesse, mais aussi pour les responsables. Le rallye surpasse la Formule 1. Mais d'un autre côté, je ne serais pas non plus raisonnable si je fabriquais une rampe de ski, que 3 skieurs passeraient sans problème et que tous les autres se cracheraient. Ce ne serait pas bien. Mais c'était comme ça. Impossible de trouver 3 pilotes qui auraient conduit cette voiture aussi vite. C'était vraiment dingue à ce point. C'était une torpille. Dass der Rallye-Sport im Formel-1-Sport ein bisschen den Rang abläuft. Und da hat man das dann ganz geschickt benutzt, um einmal dieser Sparte mal vorerst einmal den Hang ein bisschen zuzudrehen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es auch nicht vernünftig, wenn ich heute eine Sprungschanze baue, wo vielleicht noch 3 in der Lage sind, hinunterzuspringen und alle anderen stürzen. Dann stimmt da was nicht mehr. Und so war es da sicherlich auch. Also ich würde keine 3 nicht zusammenbringen, die in der Lage waren, das Auto schnell zu fahren damals. So verrückt war das. Man muss das wirklich mit einer Rakete vergleichen. Man hat nur immer gekämpft, der Rakete die neue Richtung zu geben. Il fallait lutter pour changer de direction. Et quand on avait tout donné, il fallait encore lutter pour virer de l'autre côté. C'était incroyable. Mais bien sûr, une fois qu'on arrivait plus ou moins à la maîtriser, elle procurait des sensations fantastiques. La puissance libérée. Il fallait contrôler un monstre de 550 chevaux. Vous ne pouvez pas oublier ça. 550 PS hat, zu beherrschen. Man darf ja nicht vergessen, dass ich im Prinzip mit diesem Auto. Dans le fond, je ne faisais que passer entre les mêmes arbres et le long des mêmes collines encore et encore, avec la même voiture. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Sur circuit, on change de course et de voiture, mais pas en rallye. Et c'est certainement ce qui rend la chose si excitante.